Nous allons parler des services à la personne, des services à domicile au sens large, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le président de la FESP, première fédération des services d'aide aux entreprises à la personne, et ensuite président de la MDSAP et de Coviva. Brice Alzon est notre invité. Bonjour Brice. Bonjour Frédéric, bonjour à toi. Peut-être te présenter si tu souhaites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on démarre. Pourquoi tu t'es intéressé au service et comment tu t'es intéressé au service au tout début? Alors, moi je suis plutôt un homme de service, même si lorsque j'étais petit, c'est vrai que je rêvais d'avoir des grandes usines et de construire moi quelque chose, mais j'aime bien partir mais d'une feuille assez blanche et construire une idée, un concept. Mais c'est vrai que je suis plutôt quand même dans les services. Et les services à personne, pour le coup, je suis tombé dessus un peu par hasard et par opportunisme. À la base, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite un troisième cycle en école d'ingé à Télécom Paris. Et j'ai travaillé dans le monde du conseil en orga. Et ensuite j'ai travaillé chez Orange, France Télécom. Et après, je suis reparti aux États-Unis. Enfin, je suis parti vivre en Australie, pardon, après un long petit séjour aux États-Unis. Et là, ça n'a pas trop marché. Je suis rentré en France en 2005. Et je me suis marié à ce moment-là, il fallait que je trouve du boulot. Et de façon assez opportuniste, en ouvrant un courrier cadre des Pôle emploi, enfin de France Travail, j'ai vu qu'il y avait un ministre qui allait préparer une loi et révolutionner et ouvrir un secteur dont l'assistance informatique à domicile. Et moi, je suis plutôt assez... mes matières fortes, hein, c'est soit le marketing ou soit tout ce qui est système et d'information. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais créer mon propre emploi et je vais aller dans ce métier de l'assistance informatique à domicile. Et donc, j'ai créé mon premier emploi comme ça, sur ce métier-là, en 2006. J'étais vraiment l'une des toutes premières entreprises agréées. J'ai eu l'agrément numéro, numéro 28 en France à l'époque. Donc, Début, oui. c'était vraiment, j'étais sur les starting blocks. Et la problématique de l'assistance informatique à domicile, par rapport à d'autres métiers comme le ménage ou le jardinage, euh, c'est qu'il n'y a pas de récurrence. Quand on va chez une personne pour mais la former à réparer son ordinateur, soit on a réussi, la personne ne va pas nous rappeler pendant au moins 8 mois, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on est obligé de revenir chez elle parce qu'on a mal fait et on ne peut pas la refacturer parce que finalement c'est de notre faute. Voilà. Et, euh, et le coût d'acquisition du nouveau client, euh, et du marketing est assez important. Donc, la logique était de faire des partenariats avec des opérateurs pour que via les opérateurs de type Orange, Bouygues, SFR, etc., on ait un lead entrant naturel et permanent via ces opérateurs. Sauf que ça avait déjà été fait à l'époque par deux personnes. Il y en a un qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours Solution 30 et un autre qui a déposé le bilan entre-temps qui s'appelle SOS TPC Assistance. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me réinvente. Je me suis réinventé à travers une coopérative et qui est un système qui est très ingénieux et qui était précurseur à l'époque, où le but était que je m'adresse à un public un peu plus large sur les métiers, d'abord du jardinage. Alors pourquoi le jardinage? Parce que je partais du principe assez opportuniste. J'ai déroulé les métiers dans les services à la personne du premier jusqu'au 26e. Je dis, bon, le premier, l'aide à la personne, c'est des métiers à agrément, c'est compliqué, il faut un savoir-faire vraiment spécifique, très métier. Et ensuite, j'ai déroulé petite enfance, je me dis, bon, un peu pareil. Troisième, soutien scolaire, je me dis, bon, là, je vois un vieux de la vieille, enfin, enfin, et donc ils sont déjà là, peut-être des leaders depuis très longtemps, depuis plus de 35 ans. Ménage, je me dis, hop, là, ça commence aussi à un peu chauffer. Il y en a un qui commence à émerger, qui commence à être quand même assez gros. Et j'arrive au cinquième, jardinage. Je me dis, tiens, personne. Hein. Et je trouvais que le principe de la coopérative correspondait bien aux jardiniers en local parce que ils ont besoin d'un accompagnement. Pour eux, le mot franchise, c'est des mots un peu
un peu urbain. Et le fait d'être tous ensemble sur une idée commune pour porter un projet en service à la personne est quelque chose qui parlait bien au jardinier. Mon premier salarié à l'époque était un lobbyiste, Jonathan, où on a dû travailler pendant 3 ans pour faire en sorte que les coopératives soient légalisées dans les services à la personne. Et c'est vrai qu'on a dû attendre SAP2 en avril de 2012 pour qu'il y ait un paragraphe qui dise que les coopératives, on avait le droit quand même d'intervenir. Pourtant, ça semble évident, hein. On est, en France, on est dans un monde de réseaux donc coopératifs, hein, Super U, Intersport, Optique 2000, Leclerc pour le plus gros, et qui sont vraiment mais des réseaux nationaux. Mais dans les services à la personne, il y avait un petit point de blocage donc un petit réglementaire à faire passer. Et après, je suis parti dessus de 2012 à aujourd'hui. Et la MDSAP, c'est un réseau principalement dans les métiers de la vie quotidienne, sur les métiers du jardinage, sur les métiers de l'assistance informatique, qui est quand même resté mon métier source, et sur les métiers de l'aide administrative. Et en 2016, on a repris le réseau donc Coviva, qui est un réseau de franchise. C'est déjà arrivé dans le monde de la franchise de se faire acheter par un réseau donc coopératif, ce qui est, par exemple, le Lynx s'était fait racheter par Optique 2000 à une époque, donc c'est pas, c'est peu courant. Et donc on est parti sur cette aventure-là aussi, donc sur la partie donc maintien domicile, on a voulu reprendre un réseau pour avoir un savoir-faire et pas partir de zéro. Je pense qu'on a eu la, la bonne logique parce que c'est vrai que ça reste un métier. Vraiment très technique et avec des personnels, des personnes et des intervenantes au service et des bénéficiaires sur un métier qui est quand même donc complexe. Voilà où on en est aujourd'hui. L'aspect coopératif, pour moi, ça veut dire qu'en fait, tu contrôles pas le système. Chacun contrôle un petit bout. Oui, l'aspect coopératif, c'est j'ai des petits collègues à la FESP, ils disent, mais Brice, je comprends pas, quel est ton intérêt à toi? Ben, c'est la question que j'allais en derrière, oui. Je Ouais. dis, ben, mais mon intérêt, c'est de faire ce que j'aime, c'est d'animer des gens et de les faire grandir donc, dans leur entreprise. Il dit, oui, mais ton intérêt lucratif, Mais ça, pas à oui. titre personnel. Mais c'est peut-être de vision d'entreprise. On peut avoir une vision, effectivement, par exemple, comme les startups, où on va faire une levée de fonds et on va penser à un futur sur lequel on fera une revente. Ou alors, on peut avoir une vision strictement à l'opposé, où en fait, il n'y a pas de valo à aller chercher. Et j'ai ma rémunération à la fin du mois, et puis point. Voilà, mais bon, ça ne m'empêche pas de bien vivre, hein. Alors, mais pour moi, bon, il y avait l'aspect, Et par c'est pas exemple, je l'aspect suis pas à financier. son niveau aujourd'hui, mais tu vois bien qu'il y a un Michel-Édouard Leclerc qui est à la tête d'une coopérative. À mon avis, il vit très bien aussi, hein. Voilà. La question, c'était, bon, et c'était pas trop l'aspect financier, c'est l'aspect de contrôler ton idée originelle. Ah, ah bah, c'est c'est un exercice du pouvoir est compliqué. C'est-à-dire que soit, et c'est ce que j'aime vraiment, hein, et je m'en suis rendu compte au conseil d'administration de la FESP ce matin, soit on a une vision du pouvoir qui est très autoritaire, où on envoie, c'était sa façon de faire, et il n'y a pas d'autre voie possible. Soit on écoute ceux que l'on veut faire avancer, et effectivement, puisqu'on est élu et pour ce que l'on est, donc moi président de la MDSAP, bah après, je pèse et j'assume la responsabilité de ce que je pense être la bonne voie sur la voie donc, qui est collective de tous mes adhérents. D'accord, ça me fait penser à Obama qui disait effectivement bon, il savait à peu près quand même une direction, mais il écoutait quand même les autres pour prendre en compte les différents avis dans cette direction. C'est ça. Euh, Nous, sur nos téléphones, on a, donc dans une coopérative, on appelle ça un adhérent. On a
quand la ligne adhérent appelle, c'est marqué nos adhérents ce sont nos clients. Hein. C'est vraiment mais cette notion ce sont vraiment eux qui pilotent la COP et c'est à eux à qui on doit rendre des comptes sur la stratégie, sur là où on veut aller, sur plein de choses. Et c'est extrêmement puissant. Nous, on a des conseils d'administration qui sont avec des jardiniers, enfin voilà, tout cet écosystème et de nos adhérents. Et je me rends compte dans des moments de difficulté. En 2014, il y a la TVA qui était passée, mais d'un taux réduit à un taux plein, où on s'est senti menacé pendant la période Covid, où ces adhérents me portent. Ils sont là, ils disent, mais Brice, qu'est-ce qu'il faut pour la coopérative pour qu'on la porte? Est-ce qu'elle va bien? Enfin, on a besoin de financer? Je fais, non, non, enfin, vous en faites pas, on est là, au siège, on bosse dur pour vous, tout est bien. Dans des réseaux de franchise, le, bien sûr, il y a une logique où on intéresse les franchisés, évidemment, c'est très donc collaboratif, il y a des réunions nationales, il y a de l'écoute, heureusement. Mais Oui, cette mais notion de... il y a peut-être pas l'information, tiens, on va aider la tête de pont. Ouais, Ça. c'est très particulier, je trouve ça très sain, je trouve ça dur à manager, parce que ça peut être un peu bloquant, parce qu'on cherche un peu quand même le consensus, à écouter tout le monde. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, mais je trouve ça passionnant en fait, vraiment. Comment est-ce qu'on arrive à être président de la FESP? On va peut-être présenter la FESP, puis après dire comment on arrive à être Oui. président. Alors, la FESP, c'est cette fédération représentative des entreprises dans le monde et des services à la personne, représentative au sein vraiment de l'ensemble des 26 métiers, représentative au sein de tous les modes et d'exercice, du mandataire, du prestataire, de la mise à disposition, allant de la petite enfance, des crèches, des micro-crèches, des services de la vie quotidienne jusqu'à l'aide aux personnes âgées et aux résidents seniors. C'est c'est un exercice extrêmement vaste en termes de sujets, avec chaque semaine un élément majeur qui va arriver sur l'une des activités. Aujourd'hui, la FESP, c'est donc depuis 1995 cette fédération leader affiliée au MEDEF qui a grandi et qui aujourd'hui représente 3500 adhérents euh, en métropole et ultramarin. On est extrêmement présent aussi et extrêmement actif sur les territoires. Et en gros, entre les chiffres varient, mais entre 130 et 150 000 salariés au sein de nos réseaux. Voilà, voilà. Et on a Comment des est-ce qu'on gros comme des petits, on a des gros réseaux de franchise comme des indépendances, c'est très varié. comment est-ce qu'on fait pour être président de la FESP? Pour moi, président de la FESP, c'est un travail de militant. J'ai passé beaucoup de temps dans cette fédération. J'ai, J'étais un acteur au sein de la commission informatique où j'ai aidé mon président de l'époque. On écrivait des livres blancs sur l'assistance informatique à domicile. J'appelais mes petits confrères pour qu'ils viennent adhérer à la FESP. Euh, Après donc, commission, cette commission ensuite, j'ai eu la chance de la présider. Lorsqu'à l'époque, donc, Gianbeppi Tefortis était parti. De cette commission ensuite, où on a fait un bon boulot. Il y avait vraiment donc une dynamique extrêmement intéressante. J'ai été administrateur du syndicat. Au syndicat, j'ai essayé en tant qu'administrateur, de m'adresser sur des sujets un peu plus vastes. Administrateur, j'étais au bureau de la fédération. Et voilà, j'ai essayé d'écouter mes, donc, mes petits copains, aussi bien de la garde d'enfants jusqu'à l'aide de personnes âgées, de les aider. J'ai été beaucoup
enfin, en cabinet et donc ministériel avec le directeur tout à fait général de la FESP à l'époque. J'ai été même à Bruxelles énormément de fois. J'ai été vraiment et donc évangéliser, représenter ce que je sais faire le mieux, c'est donner la voix d'un entrepreneur. Eh bien voilà, moi, ce que je peux vous dire, je porte la voix de moi et mes confrères sur cette réunion et je vous explique comment ça marche dans notre métier et quelle est cette problématique. Voilà. Et après bon, on a une campagne où j'ai expliqué que je voulais continuer sur cette voie-là, donc du partage avec tous mes confrères, faire grandir cette fédération et de vraiment respecter ce qui est cher à la FESP, c'est d'être représentatif de nos 26 métiers. Je pense qu'on est vraiment la seule fédération représentative de tous les modes et d'exercice, de tous les métiers, et d'être, voilà, d'avoir cette auberge espagnole et des services à la personne qui rend cette FESP compliquée mais très riche en même temps. Comment est-ce que tu fais pour... En fait, moi, ce que je vois dans les... Si on se concentre sur les services d'aide à domicile, mais je pense que ça va être valable sur les autres champs des 26, euh, vous demandez depuis des années, euh, par exemple, l'augmentation je sais pas comment ça s'appelle, du taux horaire, du tarif horaire pour les auxiliaires de vie. Et moi, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Euh, Déjà, est-ce que j'ai une bonne vision? Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour endurer ça? C'est-à-dire, en fait, on se bat, on se bat, on se bat, puis en fait, ça n'arrive pas. Enfin, alors, il y a des choses qui arrivent, mais je parle qu'il y a des sujets importants qui n'arrivent pas. C'est extrêmement frustrant et les salariés, enfin, on est sur fait des enjeux extrêmement importants en termes de recrutement sur lesquels on n'y arrive pas aujourd'hui. On a besoin de 150 000 personnes hein, à date. En gros, dans tout ce qui est crèche, micro-crèche, petite enfance, il faut 50 000 personnes. Sur l'aide aux personnes âgées, entre 50 et 60 000. Et sur tous les autres services, de façon globale, pareil, on est sur un gros, donc 40 000 ménages, etc. Ce midi, je parlais avec l'une des responsables de la CFTC nationale. Je disais alors, vous avez une bonne idée, une bonne image de notre secteur, vous, par rapport à toutes les branches que vous gérez, etc. Elle me dit, bah, écoutez, sincèrement, pas trop, non. Je trouve que les services à la personne, ça avance pas pour les salariés, ça n'avance pas pour les... Voilà, Et je dis oui, on a un vrai problème, mais la problématique, si on prend le cas du plus gros donc, du secteur qui pèse presque 50% la partie aide aux personnes âgées, on est pris en entonnoir sur les taux APA parce que, il y a un financement donc, du département. Nous sommes bien des entreprises privées, mais le, le, le- l'argent que l'on tire est fixé par un taux qui est extrêmement bas. Aujourd'hui, on sait que pour équilibrer et donc nos entreprises et nos associations, d'ailleurs, entreprises, associations, on est donc complètement en phase là-dessus. Il faut être sur des taux aujourd'hui entre 30 et 32 euros de l'heure. C'est vrai que c'est indécent d'avoir un taux à 23,50 euros. Et donc, on est vraiment pris sur ce sandwich où on est obligé de compter au centime près et on est extrêmement restreint sur des marges de manœuvre pour augmenter les salaires, pour faire donc des propositions qui pourraient être vraiment attractives sur plein de sujets pour inviter nos salariés, la prévoyance, plein de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut avancer. On est vraiment bloqué. Et les... ce qui m'énerve, c'est qu'on sait que ça ne va pas. Ça fait 10 ans que l'on entend que le secteur est en souffrance, que les salariés Ah sont en oui. souffrance. Enfin, ça fait 10 ans que moi je l'entends, mais si ça se trouve, en plus, ça fait bien plus Moi, longtemps. ça fait au moins 10 ans que je reçois des communiqués de presse de s'il vous plaît, il faudrait, oui, oui, c'est ça, des demandes. Et en tous les cas, ça fait 2 ans que je vois nos ministres de tutelle, ils me disent, ah, tous les rapports, on les a, on sait, c'est la catastrophe, etc. Je dis, mais alors, quand est-ce que vous allez nous sortir une loi
vieillir, une loi de programmation. Quand est-ce que vous allez parler du financement, nous faire ce chèque dont on a tous besoin de 10 milliards d'euros pour faire en sorte qu'on puisse avoir une équité donc, territoriale et vieillir avec les mêmes droits, de la même manière, qu'on soit au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest du territoire. Et là, 2024, là, enfin, on voit bien, il y a une tension où on sait que l'APA, l'augmentation n'était pas au rendez-vous. On sait que sur la... Et donc, dotation complémentaire, c'est-à-dire que l'État dit, OK, 23,50, mais on met de l'argent et les départements peuvent payer 3 euros en plus. Nous, on provisionne de l'argent au-dessus. Ben non, la dotation complémentaire, soit elle n'est pas donnée à nos entreprises, ou soit, à la place d'avoir 3 euros, on va avoir 45 centimes, 65 centimes. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, pourquoi 45, pourquoi 65, pourquoi 0. D'autres jouent le jeu, mais des 3 euros. C'est extrêmement hétérogène. Euh, Par exemple, Frédéric, je m'interroge pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui quand on a besoin de personnes, on ne peut pas avoir, on n'a aucune liberté d'entreprise, la libre entreprise en France, sur nos métiers de l'aide à la personne. Aujourd'hui, il faut passer par un appel à projet des départements pour Oui. avoir une Une autorisation. autorisation. Une autorisation. Ah oui, mais Frédéric, est-ce que tu connais le nombre d'autorisations qui ont été ouvertes par les départements en 2023? Non, Zéro. zéro. Ouf, d'accord. C'est normal? Hmm. Quand même un vrai problème. Voilà. Donc, Et, et donc, pour faire bouger ces choses, en fait, ton emploi du temps, entre guillemets, c'est rencontrer les ministres, rencontrer les députés, les convaincre. Parce qu'au final, si moi je suis un peu direct en tant que citoyen français, je vais te dire, la France est endettée, vous n'aurez jamais. On aura, enfin, nous aurons, parce qu'au bout d'un moment, je suis peut-être concerné, j'espère pas, mais nous aurons jamais les 30 euros. En fait, c'est impossible. Et vous demandez toujours 35 euros. C'est là que je trouve ça admiratif quand même, de cette résilience, j'allais dire. hmm. Ah ouais, hier, j'étais avec la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Charlotte Lecoq, donc une députée du Nord. Ces sujets-là, elle les connaît par cœur, elle est tellement en phase avec nous. Enfin, elle voit bien qu'il faut agir et elle est dans la majorité. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la bonne nouvelle, sauf si on accepte que les Françaises et les Français meurent au domicile sans personne et seuls, il faut savoir que nous, nos aides à domicile sont le seul point de contact pour une majorité de Français. C'est-à-dire que la seule personne à qui ils parlent, la seule personne qu'ils voient dans la journée ou dans la semaine sont nos aides à domicile. Et ces personnes-là ont envie de rester chez eux. Ils n'ont pas envie forcément de partir en EHPAD quand ils sont en dépendance, mais ils n'ont pas non plus de raison de partir en EHPAD. Ils ont leur chien, ils ont leur vie, ils ont leur environnement. Si on sécurise mais les escaliers, si on sécurise des espaces de vie donc dangereux pour eux comme la cuisine, ils peuvent rester encore vraiment un certain temps chez eux. Ils ont envie de rester chez eux. Donc, ces personnes-là, de toute manière, avec ce qu'on appelle dans le jargon le virage domiciliaire, c'est-à-dire tous les papy-boomers qui vont arriver de 2028 à 2040, de toute manière, il faudra trouver une solution. L'État n'a pas le choix que de trouver une solution. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est de jouer la montre, parce qu'on n'a pas d'argent, enfin, l'État français n'aurait pas d'argent sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est un jeu donc dangereux, parce que pour être prêt en 2028, il faut mettre en place de la formation, remettre en place une dynamique et d'attractivité qui ne se fera pas en un an. Donc, si on s'y prend pas dès 2024, là, on ne sera jamais prêt en 2028. En fait, le danger, il est là. Maintenant, j'entends bien que tu as vu là dans l'actualité chaude que Bruno Le Maire dit qu'on doit faire des économies, 10 milliards par-ci, donc 10 milliards par-là. Euh, et je pense il faut proposer au président de la République, proposer au chef du gouvernement des situations alternatives pour aller chercher ces 10, 20 milliards qui nous manquent par an. C'est beaucoup,
Et d'un autre côté, de façon un peu insolente, au niveau d'un État comme la France, qui est quand même un grand pays, vu mais les enjeux sur une population qui représente quand même des millions de personnes, ça reste de façon un peu insolente par rapport aux enjeux, l'épaisseur du trait. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on peut y arriver et je pense qu'il y a des solutions pour aller chercher de l'argent qui peuvent exister. Euh, et on peut être très créatif. Ça peut être, moi j'entends des choses que me remontent et des adhérents de la FES sur des solutions liées à l'épargne des Français, sur des solutions où on peut aller chercher plein de choses de façon très créative. En tant que président de la FESP, donc tu as des adhérents qui sont plus ou moins gros, tu as des réseaux, puis tu as des indépendants. Comment est-ce que tu vois le secteur dans les prochaines années? Moi, je vois qu'il va devoir se concentrer. Je veux dire, déjà c'est une volonté des pouvoirs publics d'avoir moins d'interlocuteurs, on va dire ça comme ça. Et puis après, il y a la numérisation, il y a les formations, enfin, il y a de plus en plus de coûts, de plus en plus d'investissements. Il y a toute une partie des acteurs de services d'aide à domicile qui peut-être ne pourront pas suivre, en fait. Comment est-ce que tu fais pour gérer une fédération où il y a des gens indépendants qui veulent être indépendants, qui pourront plus forcément l'être, d'autres qui vont peut-être y arriver en se regroupant, d'autres qui vont se faire acheter, et le tout dans le fait qu'on n'arrive plus à ouvrir d'agences puisqu'il n'y a pas d'autorisation. Comment est-ce que tu fais pour gérer une fédération avec autant de disparités, en fait? Alors, encore une fois, mais la fédération, c'est 26 métiers. Donc, je pense qu'il y a des secteurs où il y a déjà eu mais des regroupements forts. Tu vois, par exemple, si on parle du soutien scolaire, on voit bien qu'aujourd'hui, Acadomia et Complétude, enfin, c'est un peu le marché, euh, mais dans le bon sens du terme. Hein. Il y a une vraie créativité dans ces réseaux privés. Et sur la partie ménage, évidemment, il y a des gros du secteur, en mandataire, en propre, en prestataire. Wicker, qui a une- un vrai génie arriver à sortir de nos frontières, à aller en Europe et à vouloir donc attaquer le monde et être notre Sodexo et donc national et des services à la personne. Et Guillaume Richard avec une dynamique incroyable. Et pourtant, je vois des petits, entre guillemets, en tous les cas, même pas petits, mais des indépendants qui en région sont extrêmement gros, puissants et fonctionnent extrêmement bien dans les métiers donc, du ménage. Donc, je pense que, par exemple, sur le ménage, il peut y avoir une dynamique gros et petits qui sont, enfin, gros et indépendants, qui sont donc Oui. complètement liés. Euh, sur les métiers, par exemple, de la petite enfance, tu vois bien que même aussi, mais il y a même une logique plateforme. Hein. Tu vois bien que tu as des Youpies, Youpala qui vont être liés avec des baby shoes, etc., etc. Et les deux donc cohabitent. On peut avoir mais des agences physiques et on peut avoir donc il y a des modèles de plateforme et ça marche bien. Il y a des soucis de temps en temps où on entend donc se péter les uns et les autres pour avoir les mêmes outils en termes de les concurrences. Tu vois. Et la fédération sert à ça. Je pense que la fédération doit accueillir tous les acteurs, aussi bien mais les plateformes que les acteurs dits classiques, parce que justement, c'est en se parlant ensemble, en comprenant nos modèles, euh, et il y a donc des fédérations qui ne pensent pas comme ça, mais enfin, je le pense vraiment, qu'on arrivera à faire évoluer la professionnalisation de notre secteur. Voilà. Donc je pense que tous ces nouveaux acteurs, par exemple, au dernier salon donc, des services à la personne, et donc Olivia Grégoire a ouvert euh, l'agrément est donc mandataire sur le fait où on puisse, de façon beaucoup plus simple, ne plus avoir peut-être d'agence physique et d'être beaucoup plus libre d'entreprendre sans certaines contraintes liées à l'agrément sur l'aide de personnes âgées. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça dangereux sur certaines règles. On se dit, est-ce que il faut que l'on s'assure que les personnes à domicile
seront bien suivis par des personnes que l'on connaît. Parce qu'on ouvre un domicile à des personnes en dépendance, en situation de handicap. Donc il faut s'assurer que ces personnes-là qui interviendront au domicile, un, seront des personnes qui auront les compétences pour le faire et en termes de contrôle, elles s'assurer, voilà. Mais ça peut être des démarches intéressantes. Et pour ça, il faut que ces acteurs viennent à la FESP pour qu'on puisse échanger avec eux, pour qu'on les aide à structurer donc leur business. Et ça, c'est ce que j'aime faire et les accompagner, vraiment. Après, pour répondre à ta question sur ce que ce sera plus tard, bah, je pense que ça va être cette auberge espagnole qui va aller encore plus vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de ce lien avec nos ministres de tutelle, aussi bien donc côté Bercy que côté ministère de Santé, Handicap, etc., pour que ça colle bien à la réalité donc territoriale. Moi, ce qui me dérange le plus actuellement, c'est cette inéquité suivant les départements où on est. Vraiment, je trouve ça choquant. Une conclusion, un point que tu voulais rajouter. La conclusion, c'est que je suis arrivé dans les services à la personne en 2005, parce que pour moi, c'est un secteur merveilleux. On est le cinquième secteur marchand en France aujourd'hui, cinquième secteur marchand, en incluant les crèches et les micro-crèches, avec de l'humain au service et de l'humain pour tous nos métiers. Et aujourd'hui, je sens cette fierté de ces entrepreneurs dans notre fédération qui sont fiers d'apporter leur entreprise et qui ne se sentent pas forcément entendus au niveau de ce qu'ils sont. Et la conclusion, c'est de dire à tous, de dire à nos salariés, de dire à ces entrepreneurs et de dire à notre gouvernement, à notre président de la République, tenons tous bon parce qu'on fait ça tous pour une meilleure France, pour être fiers de ce qu'on est, pour être fiers de pouvoir profiter de son temps à domicile pour les services et de la vie quotidienne, pour être fiers de retourner au travail quand on est sur de la petite enfance et laisser nos enfants dans des crèches, micro-crèches et en sortie d'école, et pour être fiers de laisser nos parents chez eux, bien vieillir et vieillir heureux. Donc, je me bats vraiment pour garder cette fierté de notre pays et qu'on forme nos intervenantes et qu'on ait encore des entrepreneurs encore plus investis, qu'on ait même on n'a pas parlé, mais des fonds qui arrivent d'investissement pour aller vers nos entrepreneurs, pour développer notre secteur, pour développer nos entreprises et qu'on sente cette reconnaissance de nos pouvoirs publics. Je pense qu'en 2024, on en a vraiment besoin et gardons le cap avec eux. Super, merci, merci Brice Aljon. Je rappelle que tu es président de la FES, puis président de la MDSAP et de Coviva. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric.